Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Salut Coq. Salut Nicolas. Salut Pablo. Salut Pablo. On va parler création. On va parler création via l'intelligence artificielle. On va parler des NFT. On va parler de motion. On va parler de, évidemment, le travail aussi lié à tout ce qui est animation, générique télé, etc., etc. Donc le sujet va être vaste et dense. Je te propose, Coq, de parler un petit peu de qui tu es, ce que tu fais. Je sais qu'en régie, on a plein de choses à montrer, notamment sur un showreel que tu nous as ramené. Tu vas aussi nous parler de Motion Plus Design, qui est un peu ton bébé. Oui. C'est gros événement mondial, puisqu'il y a énormément d'événements qui ont lieu un peu partout sur le globe. Tu vas nous raconter tout ça. Oui. En fait, donc en gros, Pablo, peut-être, je sais pas si on n'a pas eu le temps de te présenter. Mais si Pablo aussi, on a dit Pablo. Non, c'est qui ça, Pablo en fait, Triamarceau. Je suis professeur référent de la filière film. Mais oui, Voilà. c'est ça. Eh ben, Réalisateur. voilà. Donc, en fait, moi, j'ai plusieurs vies. Le truc, c'est ça, c'est que j'ai commencé par faire des génériques pour les films. Dans un premier temps, et puis ensuite j'ai créé Motion Plus Design, qui est un festival de motion design, et aujourd'hui qui continue, qui grossit. Et à côté de ça, là je commence aussi à faire de la curation d'artistes, donc de trouver des artistes motion designers pour créer des œuvres originales depuis quelques années. Ça, c'est le gros de mon parcours. Et donc après, dans l'ordre, si on veut, je sais pas par quoi on doit commencer exactement. Bon, on va démarrer par ce que la régie va nous proposer, Ah oui. c'est-à-dire un petit habillage, notamment pour voir tes réalisations. Ah parce oui, que la démo, ouais. la fameuse démo, regarde comme c'est beau. On a évidemment plein de choses à... Alors, qu'est-ce que tu nous montres dans ce showreel, en fait? Ça, en fait, sur ce carton-là, en fait, on voit quelques films sur lesquels j'ai travaillé, ou documentaires, ou séries. Et puis une liste de quelques réalisateurs avec qui j'ai travaillé, dont Christophe Gans en France, Guillermo del Toro, Clapiche, des gens comme ça, qui font aussi du cinéma et du documentaire, hein, globalement. Et puis on voit un tout petit peu au-dessus déjà la démo. Voilà. Et après, je pense que 2-3 slides après, je pense qu'on a la démo si vous voulez la lancer. Ouais. Donc ça, c'est Motion, on en parlera après. Ça aussi, c'est la curation que j'ai évoquée. Voilà. Ça, c'est de la démo. Alors la démo, c'est évidemment très important quand on fait du motion. Est-ce qu'on peut lancer la démo? Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette belle démo? Alors en fait, ça, ce sont les réalisations que j'ai faites en générique. C'est des génériques de films pour la plupart, certains de séries. Ça, c'est un documentaire. Ça, c'est 10%. Donc voilà, c'est des génériques que j'ai réalisés, c'est-à-dire qu'en général, je les ai imaginés, storyboardés, filmés. Certains ne sont pas filmés, sont en 3D. Mais voilà, c'est le gros de ce que j'ai fait, et je vais vous montrer un petit peu plus tard, je pense, en fin de conférence. Je vais vous montrer quelques anecdotes, quelques photos, un petit peu des tournages, des choses comme ça. Ça, par exemple, c'est un opener pour TF1 qui passe avant les films TF1 Studio. Et puis sinon, voilà, c'est des documentaires américains. En fait, la plupart des projets sur lesquels j'ai travaillé sont américains ou anglais. Certains français, mais voilà, la plupart sont étrangers. Voilà, ça c'est un film de Pascal Logier qui s'appelait Martyr. Ça c'était pour des Anglais. Ça c'était pour Silent Hill. Ça c'est un documentaire franco-américain. Ça c'était à Hong Kong. Et ça c'est Splice. Splice qui est un film américain. Silent Hill, La Belle et la Bête. Voilà. Donc en fait, ce sont des génériques que j'ai fait il y a déjà quelques années, puisque en fait là depuis Motion Plus Design, depuis 2016-2017, j'en fais un peu moins parce que j'ai cette nouvelle activité donc de créer des événements. Mm-hmm. Mais je continue quand même à faire encore des génériques, ça m'arrive, mais moins quoi, peut-être 2 par an, 2-3 par an quoi. Pas bravo, hein. Plus. C'est superbe. Merci beaucoup. Dexter. Non, j'ai pas fait Dexter, ça ressemble à Dexter, c'est vrai. Ah ouais. Non, en fait, non, j'aurais beaucoup aimé avoir fait Dexter, mais non, c'est un des génériques les plus géniaux que j'ai vu, Dexter. Ouais. Non, là, c'était pour un documentaire qui s'appelait Who is Ian Crystal. Et en fait, c'était, il fallait filmer un tatoueur. En fait, le principe de celui-là, je reviendrai un peu plus tard, mais c'était de faire croire qu'on faisait le tatouage du personnage dans le film. Ah, bien. Donc, on avait refilmé du gros plan d'un tatou artiste, quoi. Super. Voilà. Alors,
On va rentrer tout de suite dans l'immersion parce que vu tout ce qu'on a abordé, il faut qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Rentrons dans le vif du sujet. Alors l'immersion, ça va être évidemment de nous raconter l'aventure Motion Plus Design. Ok. Qui est une aventure qui est extrêmement palpitante parce que j'ai assisté plusieurs fois à l'événement. C'est un événement qui se déroule à Paris quand il se déroule en France, avec toute la crème du motion international. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette aventure ? Oui, en fait, donc déjà, je vous l'explique dans l'ordre, si tu veux. En gros, en 2010, je suis allé à une conférence sur le graphisme et j'étais déçu de pas voir en fait les gens parler de motion design parce que ça faisait déjà au moins 10 ans que ça explosait en fait. Il y avait pas d'événement, pas de musée, pas de festival, rien en fait. Vraiment sur le motion design, il y avait quelques sites internet intéressants en effet sur internet, mais bon voilà, rien de plus. Et je me suis dit avec Paola, donc qui était ma mentor en fait à l'époque, avec Paola, on s'est dit il faudra vraiment créer au moins un centre à Paris pour célébrer les artistes du motion design. Et l'idée est venue comme ça, et en fait en faisant le dossier entre guillemets qui décrivait ce projet, je me suis rendu compte que c'était très difficile de définir le motion design autrement que par l'image. Donc j'ai fait un montage en fait avec des travaux de tous ceux que j'admirais, avec d'ailleurs un déroulant en crédit qui crédite tout le monde à la fin. Et en fait j'ai lancé ce truc un peu comme une bouteille à la mer en me disant tiens c'est peut-être une façon en fait en définissant déjà de le créer quoi. Et en fait, ça a vraiment beaucoup marché. Ça a été vu dans plein de pays. Ça a été repris beaucoup et traduit dans 13 langues à l'époque. Et donc là, on a senti quand même un petit élan. On s'est dit, bon, il y a quand même peut-être quelque chose à faire. Et puis, du coup, après ça, j'ai fait un livre, un petit livre, en fait, qui expliquait vraiment le projet. Je pense qu'on va voir quelques images. Parce qu'en vrai, encore une fois, j'avais encore du mal à bien synthétiser toute l'idée. Ça a pris presque un an à faire le petit livre. Je l'ai édité à 100 exemplaires, tout ça sur nos fonds propres et tout ça. Et en fait, ce livre, je le donnais un petit peu autour de moi pour que idéalement, le musée se crée un peu comme ça de lui-même, ou que les gens s'excitent autour. Et très franchement, ça n'a pas du tout marché parce qu'en fait, ça va marcher. Les gens l'ont pas pris comme ça parce que je pense que c'était beaucoup trop en avance déjà à l'époque. Et encore aujourd'hui, je pense que c'est encore un sujet qui est encore nouveau. Heureusement qu'il y a des écoles comme la vôtre pour le montrer, mais c'est voilà, ça reste encore relativement niche. Et ensuite, à force de voyage aussi, parce que je donnais des cours dans d'autres pays, je donnais à l'époque des cours au Gobelin en tant que prof. Et là, je voyageais grâce à eux, entre autres. Et un jour, quelqu'un m'a connecté, enfin peu importe, je ne vais pas raconter tous les détails, mais nous a permis de faire notre premier événement à la Gaîté Lyrique. Et en fait, on avait 150 places, je crois, et en lançant les invitations, on a vu qu'il y avait 800 personnes qui s'étaient inscrites en une journée. Et donc là, en effet, oui, l'événement s'est fait. On a réussi à faire un live stream, tout ça pour que les gens soient quand même pas trop déçus. Et on s'est dit, bon, là, il y a quand même vraiment quelque chose à faire. Ça, c'était en février 2015. 2016, on a fait le premier événement un peu plus gros au Moulin Rouge. Et ensuite, dès l'année d'après, on est passé à 800 places à Paris. Au Théâtre du Gymnase. Et depuis, on le fait au Théâtre du Gymnase chaque année, en fait, Motion Plus Design. Sachant que le principe de Motion Plus Design, c'est d'inviter, c'est une sorte de TED Talk. En fait, on invite des très grands talents, et là vraiment très grands, sans jugement, mais vraiment des très grands talents qui viennent du monde entier. Donc là, ça peut être des gens des États-Unis, de Hollywood, de Chine, du Japon, qui viennent en fait parler. Et c'est un format très très simple, c'est très sobre en fait comme événement, mais je pense que c'est aussi ça qui fait que c'est intéressant. C'est purement inspirationnel, c'est pas du tout technique. Les gens viennent pas parler de comment ils ont fabriqué quelque chose, ils viennent expliquer leur vie. Et en fait, on essaie de faire en sorte que justement, ils puissent, comment dire, en fait, le but même profond que je leur dis à chaque fois aux speakers, c'est de leur dire, en fait, l'idée de Motion, c'est que les gens qui sont dans la salle se sentent non seulement inspirés artistiquement, mais aussi humainement, à savoir, de par le parcours des gens, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils ne parlent pas que de leur succès en fait, mais aussi de leur chemin en fait, et tout ce qui les a menés ici, plus que juste de dire regardez ma démo, c'est formidable, ce projet je me suis éclaté, celui-là aussi c'était génial, ce qui en soi pour moi a pas un vrai grand intérêt. Donc en fait ils parlent souvent de leurs échecs, de leur parcours, de leurs influences d'enfance, de plein de choses comme ça, et je pense que c'est ça qui fait un certain succès en fait, parce que les gens se sentent comment dire à l'échelle en fait des speakers, ils se sentent proches en fait des speakers, et on dit aux speakers vous pouvez aller dans la salle, on les encourage clairement en disant voilà, allez boire des coups avec les gens, etc. Et donc en fait ça crée en fait une bonne ambiance je pense, et voilà. Oui, c'est tout à fait ça qu'on ressent.
Motion Plus, c'est que on est vraiment au contact de gens qui expliquent de manière très très simple. Ouais. Ils ont démarré souvent dans une cuisine, ils ont démarré en tant qu'étudiants, Ouais. ils ont fait des premiers courts-métrages, ils ont présenté ça puis à une autre personne. Et en fait, tu t'aperçois au bout de, je ne sais pas combien d'éditions j'en ai fait, que c'est en fait une histoire qui se répète. C'est-à-dire que c'est encore un mode artisanal dans lequel on produit soi-même déjà des petits trucs dans son coin, on les montre, et puis il y a une audience, et puis après c'est parti quoi, en gros. Oui, complètement. Ouais. C'est vraiment ça. Et encore une fois, je trouve que c'est important, surtout pour les étudiants ou des gens qui se remettent en question sur tout ça. En fait, je pense que c'est hyper important qu'on se dise. Enfin, le but, encore une fois, c'est qu'on se dise bon, bah en fait, je suis comme cette personne, quoi. C'est l'idéal pour moi, c'est ça, parce qu'en fait, ça crée plus de vocation pour moi que de se dire juste ah bah ouais en fait c'est un génie, moi je suis nul. Parce que vraiment c'est souvent ce qui peut arriver quand même quand on va avoir des gens géniaux, on se dit bah ouais en fait moi je suis qu'une merde quoi. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que eux se disent, d'ailleurs les gens qui viennent, les speakers sont tous en général super humbles et eux-mêmes ont eu tellement de mal et ont tellement admiré de gens qui sont exactement dans le même système. Donc plus en fait je trouve on pousse ce bouton-là, plus ça marche. Et puis je pense que les speakers aiment bien ça aussi parce que voilà ils sont pas en train de, enfin voilà. Bref, c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors sur les slides que tu nous as ramenés, je pense qu'on doit avoir un petit showreel. Oui, on doit avoir un trailer, je pense, de Motion. Un trailer Motion. Ouais. On va demander à la régie d'y aller, ouais. On va faire juste une parenthèse pour peut-être définir le motion design. Ah là là. La fameuse question. Même si ça se part La bien question toujours difficile. Alors moi, j'ai un petit échappatoire pour répondre à cette question. C'est d'essayer de définir ce qu'est le graphisme. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que le motion design, c'est pas compliqué à concevoir si on sait concevoir ce qu'est le graphisme. C'est-à-dire, ta définition du graphisme, ma définition du graphisme. Est-ce qu'il y en a une vraiment? Bon, moi, je suis pas spécialiste pour dire c'est ça le graphisme. Pour moi, c'est un tas de choses qui peuvent même inclure l'utilisation de la typographie, même de la photographie, de beaucoup de choses en fait. Et que sa définition du graphisme, en fait, la version en mouvement, c'est le motion design. Je pense que c'est ça, pour moi, l'explication la plus claire. Parce que sinon, on a des tas d'exemples à donner, mais en fait, ça devient un peu confus dans la tête des gens. Alors que du graphisme animé, ça reste quelque chose d'assez incompréhensible, je pense. Génial, merci. Ce qui est assez dingue, c'est que l'évolution en fait du motion, elle s'inscrit aussi dans l'évolution des médias de télévision, notamment aux États-Unis, avec tous les broadcasts, les habillages télé, CBS et compagnie. Complètement, ouais. Avec derrière la volonté aussi de créer une narration. Donc on a de plus en plus d'éléments narratifs qui intègrent le générique. On se souvient de Seven, du générique de Seven, qui déjà racontait une histoire dans l'histoire. Ouais, donc voilà, c'est toute cette évolution-là du motion aussi que tu témoignes au travers de ces événements. Oui, complètement. J'invite par exemple, la personne qui a fait Seven, je l'ai invité déjà plusieurs fois dans différents pays, dont la France. Oui, en fait, c'est vrai. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ça se retrouve partout, le motion design, en fait, aujourd'hui. Et d'ailleurs, sans être trop chauvin, j'en parlais encore ce midi, je trouve que en France, on a un bon niveau, en fait. On s'en rend pas trop compte parce qu'on a toujours l'impression qu'on est nul et tout ça, mais en réalité, enfin nul, non, mais que voilà, c'est toujours mieux ailleurs. En réalité, franchement, en France, on a un très bon niveau. On a beaucoup, on s'en rend pas compte non plus, mais on a beaucoup de formations. Enfin, on commence à avoir des formations, des gens comme vous qui vraiment, voilà, avaient des classes avec le motion design dedans. C'est pas du tout anodin, en fait. Il y a plein de pays, et là, je reviens justement du Japon, et paradoxalement, dans le pays de l'animation, en fait, après, l'animation prend tellement de place là-bas que je pense que ça écrase un peu tout, mais le motion design n'est pas quelque chose qui est autant développé. Il y a quelques studios de motion design, mais c'est pas comme ici, en fait. Et je théorise là-dessus pas mal, mais je pense qu'on prend de l'avance en France et qu'en fait, c'est vraiment encourageant parce que je pense que pour la génération qui se tient devant nous, je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire et qu'on va être de plus en plus écoutés là-dedans. Alors, on regarde notamment ici à l'écran, il y a une map dans laquelle on voit tous les développements qui sont faits autour des événements Motion Plus. Ouais. Donc, ça a démarré à Paris et puis ensuite le Japon, les États-Unis. Oui, c'est ça. En fait, Paris, on a fait une ou deux éditions et après, j'ai voulu le faire à Tokyo parce que c'était un peu mon rêve de le faire là-bas. Et on a fait une première édition à 200 places, je crois, ou 300, je sais plus. Et puis, ça a marché là-bas aussi. Et puis, avec le succès, on en a fait 2, 3, 4. Là, on prépare notre 4e en juin prochain à Tokyo.
Et après, j'ai voulu faire Los Angeles, et puis ça marchait aussi à peu près à Los Angeles. Et les petits points rouges qu'on voit, en fait, c'est des éditions plus petites. Donc là, c'est entre 100 et 200 personnes. Donc les grosses, c'est 800 places à peu près. Et les plus petites, c'est les points rouges, et c'est entre la plus petite devait être de 100 personnes, je pense, plus ou moins. Mais c'est entre 100 et 200, 250 personnes, quoi. Donc c'est des vraies éditions. On l'a même fait à Madagascar là, l'année dernière. Ce qui était vraiment une victoire pour nous parce que c'était génial de se dire que dans un pays qui est vraiment extrêmement pauvre, on peut le dire, en fait que eux aussi en fait se développent. Et d'ailleurs, il y a des super motion designers là-bas, c'est quand même dingue. Donc comme quoi en fait d'ailleurs, on voit que dans les pays en fait vraiment il y a certains pays se l'approprient plus de culture, on va dire, se l'approprient plus que d'autres. Et Madagascar, typiquement, il y a des mecs très très bons déjà. Il y a une slide supplémentaire, je crois, après derrière. Oui, alors ça, c'est les gens qui nous demandent de le développer. Alors en Inde, en fait, on va le faire dans une ville, je pense, mais on pense à New Delhi, là, on est en train de le préparer aussi. Et voilà, on s'est fou de voir cette map parce qu'en fait, au départ, c'était quand même juste un petit projet. Et puis c'est vrai que ça a pris vachement de place. Et ça, on le fait grâce aux ambassadeurs. D'ailleurs, je suis pas allé dans tous les pays en question, à cause du Covid. Mais je veux dire, c'est des gens locaux en fait. En fait, notre principe, ils se sont rendus compte au bout d'un moment que pour créer un événement, on avait une sorte de listing et beaucoup de choses à checker en fait. Et que cette expérience, en fait, pouvait s'appliquer à des gens qui étaient comme nous, puisque nous-mêmes on n'est pas producteurs au départ d'événements. Et donc en fait, on a créé toute une méthodologie, un process quoi en fait pour que les gens à l'étranger puissent se l'approprier et qu'on leur demande de faire les choses. Bon, il y a des choses qu'on peut pas faire de Paris, mais on fait beaucoup de choses de Paris aussi, la promotion, le trailer, et puis surtout tout le suivi de production pour bien vérifier qu'ils ont tout bien préparé. Et ça marche plutôt pas mal ça. Ouais. Alors, Sub de Création est partenaire du Motion Plus Design. Merci d'ailleurs. Depuis 2016. Ouais, depuis longtemps, hein, ouais. Et ça nous fait bien plaisir parce qu'on envoie régulièrement des étudiants lors de cet événement. Et puis, c'est vrai qu'aussi pour nous, designers, c'est hyper important de voir justement ces nouveaux artistes qui émergent. Ouais. Notamment d'ailleurs, je crois qu'il y a en régie, il y a quelques images des événements qui ont lieu sur Paris. Et tu nous as préparé tout un tas de... Oui, alors ça, ça c'est en parenthèse avant des gens qu'on a invités nous depuis pas mal de temps. Donc Beeple par exemple, on l'a invité à Paris, Tokyo et Los Angeles. Sa première conférence, son première interview là et sa première conférence seul sur scène, c'était à Tokyo en 2017. Donc il est devenu après il a vendu son NFT 69 millions de dollars. Mais voilà, c'est avant tout c'était un ami toujours d'ailleurs qui est venu encore là à Los Angeles en février dernier. Donc c'est assez rigolo. Après ce slide là, il y a Pac aussi qu'on a eu. Donc Pac, pour ceux qui font du NFT, c'est Dieu, hein, je pense. On peut pas. Hein. C'est le type qui a d'ailleurs, je crois, lancé Beeple là-dedans et qui a vendu 93 millions de dollars aussi à un projet. Et qui est devenu, et c'est un type qui est venu aussi à Motion Plus Design en 2017. Donc c'est vraiment un heureux hasard qu'on ait eu deux des plus grands NFT man sur notre scène, quoi. C'est assez rigolo. Mais bon, voilà, c'est deux gens de grand talent. Un Pac, au-delà du fait qu'il fait des NFT et qui maintenant il fait beaucoup de choses impressionnantes, c'est un vrai artiste. Donc en 2017, on l'avait déjà vu, quoi. Est-ce qu'on peut dérouler l'ensemble des slides qui nous attendent après derrière? Woodkid aussi, puis après en effet, je pense qu'on va avoir quelques photos, j'imagine, derrière. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est Los Angeles, on peut passer les photos vite, il y a pas de problème, voilà. Ça c'est donc dans Hollywood quoi, on a un grand théâtre là-bas qui s'appelle le Montalban Theater. Et le marché US, il est très sensible au motion design? Alors le marché US, il est très sensible au motion design, oui. Il y a beaucoup de boîtes de motion design, j'irais plus sur la côte est que sur la côte ouest, paradoxalement. Il y en a aussi, bien sûr, mais c'est plus du VFX. Après, les grosses boîtes de générique de films sont toutes à Los Angeles. Mais oui, c'est pas mal partagé. À Los Angeles, c'est très cinéma, quoi. C'est très cinéma. C'est un peu différent. Culturellement, c'est différent d'ailleurs. J'ai remarqué que l'approche était assez différente. Parce qu'à Los Angeles, là, dans le théâtre, culturellement, c'est différent. Voilà, quel couple est revenu là-bas. Ouais, et par rapport aux villes et aux pays dans lesquels justement le motion se fait et le motion design aussi, le salon. Du coup, est-ce que c'est lié à une culture du design? Enfin, comment ça peut... Je saurais pas vraiment te répondre à ça, mais je pense que
paradoxalement, j'ai trouvé que Los Angeles avait pas tant cette culture-là. Je trouve que par exemple le Japon, c'est hyper clair en fait, c'est partout en fait. Alors que finalement à Los Angeles, ça parle cinéma et la télévision vraiment. C'est pas dans la rue, c'est pas. En tout cas, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu beaucoup. Et peut-être, je pense que là-bas, il y a un côté peut-être plus business que nous on n'a pas. C'est-à-dire qu'on a un grand respect. Alors, je veux pas être méchant du tout avec les États-Unis, mais on a un grand respect pour l'art, les artistes en France et au Japon. Et bien sûr, évidemment aussi à Los Angeles. Mais j'ai la sensation qu'il y a un côté, c'est un business, quoi. C'est une industrie plus peut-être là-bas. Alors que nous, j'ai l'impression que les gens sont plus dans le côté juste art. En fait, ça leur suffit déjà. Ils n'ont pas besoin de tout de suite être dans le voilà. Et puis Tokyo aussi. Tokyo, c'est aussi une super aventure parce qu'on a on a notre démo qui passe sur ce fameux immeuble qui est Natural Crossing de Shibuya. Et parce qu'on a eu des accords avec des locaux. Donc en fait à chaque fois c'est une grande aventure parce qu'on arrive dans un pays qu'on connaît pas, on rencontre des gens, voilà, et puis petit à petit on se fait un réseau, quoi. Ça moi c'est ce que je préfère quasiment dans cette aventure aujourd'hui, c'est que en fait ça nous permet de voyager énormément et d'appréhender en fait le monde grâce au motion. C'est un super vecteur en plus que on a affaire à des passionnés déjà. Donc voilà. Est-ce qu'on pourrait enchaîner avec la deuxième partie? La deuxième partie, c'est donc la partie conception. Là, on était immergé dans le monde du motion plus design. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant dans cette deuxième partie conception, c'est qu'on va aborder les NFT. Oui. Puisque, en fait, ce qui était intéressant, c'est que à partir des observations que tu as pu faire sur l'évolution du motion design, tu as intégré au cœur de cet événement un événement, je dirais, complémentaire. Ouais. Qui est lié donc à l'émergence des NFT. Oui, complètement. En fait, en gros, les NFT, pour moi, sont arrivés vers fin 2020. En 2021, il y a eu la vente de Beeple. Et on s'est demandé comment on allait réagir aussi à ça, puisque pour nous, c'était hyper important en fait de voir que tout d'un coup, les artistes qu'on défendait pouvaient commencer à avoir une cote, se vendre, etc. Ça nous a semblé hyper intéressant. D'autant qu'en plus, Beeple, on le connaissait bien et que ça nous a un peu rendu un peu fou de se dire, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va trop vite, quoi. En fait, c'était moins virtuel peut-être que pour d'autres, parce qu'on connaissait quelques protagonistes. Et en fait, la réaction, c'était de créer 2 collections. Donc, c'est ce qu'on vient de voir, en fait. Et on a voulu faire aussi un aspect physique à ça. Donc, on a un coffret, en fait, qu'on ouvre avec un écran cristal liquide dedans qu'on peut enlever. C'est un coffret unique, un seul exemplaire au monde. Quand la personne achète un NFT, elle a le droit à ça. Alors après, peut-être que je vais un peu vite parce que j'explique pas non plus ce que c'est que les NFT. Est-ce qu'on se fait une définition aussi? Allez. Encore compliqué. NFT, donc globalement, pour aller court, le NFT, c'est le fait d'acheter numériquement une œuvre sur Internet. Voilà. Tout ça est lié aux crypto-monnaies et à la blockchain, au concept de la blockchain. C'est ultra intéressant. Ça pose plein de questions, dont aussi des problématiques qui sont pas encore résolues. En gros, les crypto-monnaies ont pris beaucoup de valeur sur on va dire fin 2020, début 2021. Donc, on commence à exploser, les gens s'y sont intéressés, donc ça a pris beaucoup de valeur. Ça fait vraiment une boule de neige. Ils existaient déjà avant, évidemment, hein. Mais disons que les gens se sont dit, mais dans quoi j'investis, en fait, dans ce monde-là? Est-ce que j'achète simplement de la crypto-monnaie? Est-ce que j'investis sur des choses qui vont en faire gagner encore plus? Et en fait, les NFT arrivent pile au bon moment, avec en fait le paroxysme qui est en effet la vente de Beeple chez Christie's, qui vend ça à 69 millions de dollars, tout le monde en parle, c'est aux news, etc. Qu'est-ce qu'on fait quand on achète un NFT? En fait, en gros, on a un wallet, donc c'est un portefeuille numérique dont on est le seul à avoir le mot de passe. C'est pas un mot de passe à récupérer quelque part par mail, hein. C'est vraiment un vrai mot de passe qu'on doit garder absolument soi-même, écrit sur un bout de papier, hein, quand même. C'est ça. Au final, c'est ça. Donc c'est le côté génial et horrible en fait de la crypto, c'est que en fait tu dépends que de toi, quoi. C'est-à-dire que si tu paumes ton mot de passe, c'est fini, en fait, c'est tout. Personne pourra jamais te le hacker ou te le rendre. Donc ça crée d'ailleurs pas mal de tension quelque part. Moi, je sais pas si c'est ça qui crée la tension, mais c'est assez marrant de voir qu'en fait c'est vrai que ça tu tiens à rien. Enfin en fait, je veux dire. Il suffit, je sais pas, que t'aies oublié où tu as mis ton mot de passe et t'as plus d'argent, quoi. Donc t'appelles pas ton banquier.
Donc en gros, si tu veux, le concept hyper intéressant, c'est qu'un wallet, en fait, c'est parfaitement unique et parfaitement sécurisé. Si on entend hacking, NFT, crypto, c'est parce que les gens ont perdu ou se sont fait voler leur mot de passe, mais c'est pas autre chose. Personne n'a hacké un wallet, personne n'a réussi à trouver un code d'un wallet, jamais. Et c'est justement ce qui a fait que cette valeur a explosé avec le temps, puisqu'en fait, le principe de wallet, il est là depuis le début, hein, le premier Bitcoin, il y avait un wallet. Et en fait, on voit avec les années qu'en fait, ça tient, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment pas hackable. Et donc, c'est ce qui fait que la monnaie prend de la valeur, puisque le système entier, en fait, commence à être, on comprend que ça a vraiment un vrai intérêt. Voilà. Et donc, tout ça a augmenté, etc. Et à un moment, donc, on va dire qu'il y a deux grosses crypto-monnaies, le Bitcoin, qui est le plus connu, le premier, qui est vraiment la valeur or, on va dire, de la crypto-monnaie, et ensuite l'Ethereum. L'Ethereum, c'est une autre monnaie, mais qui, elle, a pour avantage d'introduire l'idée de smart contract, ce qui fait qu'en fait, dans la blockchain, alors je vais pas vraiment expliquer ce que c'est la blockchain, mais on va symboliser ça par un espèce de grand tableur Excel impénétrable et inchangeable. En gros, dans ce petit tableur Excel sont expliquées toutes les transactions entre les wallets. Tel wallet a envoyé un Bitcoin à tel wallet. Voilà, tout est noté noir sur blanc et ça peut pas changer, personne ne l'a jamais changé. Avec l'Ethereum, en gros, il y a eu la notion de smart contract qui a introduit que dans ce fichier Excel, il n'y a pas seulement des transactions, mais il y a aussi en fait des contrats. Et en fait, des contrats qui s'automatisent dans la blockchain. Et ça, en gros, c'est ce qui a créé les NFT. C'est-à-dire que ça permet de dire, moi, avec mon wallet, je peux prouver que j'ai ce NFT. Et vu que je suis le seul à avoir le mot de passe, je suis le seul à avoir le NFT. Donc, en fait, ce qui paraît très théorique et au début un peu stupide, faut bien l'admettre. Enfin, moi, en tout cas, au début, je me suis dit, c'est complètement con. C'est qu'en fait, t'achètes, non, je l'avoue, hein, j'ai pas été du tout visionnaire sur ce coup-là. Qu'est-ce que j'achète? Un JPEG, quoi. Alors voilà, je suis très content de pouvoir dire à quelqu'un que quand on ouvre mon wallet, il y a un JPEG. Sauf que ce JPEG, tout le monde peut l'avoir. Alors, en fait, tout ce que j'avais pas compris au début, c'est justement ça, c'est que le principe d'un collectionneur dans le monde réel, c'est qu'il va prendre une œuvre et il va l'avoir chez lui, un tableau par exemple, il va le montrer à ses amis en gros. Globalement, c'est ça. Donc il va avoir une rareté du fait que c'est le seul à posséder ce tableau. Dans le monde du NFT, c'est presque inversé. Et au début, ça paraît stupide et en réalité, c'est ce qui fait l'intérêt pour moi. À savoir que quand tu possèdes un NFT, tout le monde peut le voir. Donc ça lui donne une forme de fausse rareté. Tu dis, c'est complètement con. En fait, du coup, n'importe qui a accès, peut le télécharger. Et c'est vrai. Mais c'est ce qui fait la force du NFT. Tout le monde peut le voir. Donc, ce que vous possédez, et vous pouvez le prouver que vous êtes le seul à le posséder, puisque vous avez un contrat qui dit que vous le possédez, mais tout le monde peut le voir. Donc, c'est contre-intuitif, mais en réalité, c'est assez génial. C'est ce qui fait, à mon avis, l'intérêt même du NFT. Et dans d'autres intérêts sont aussi que les artistes qui vendent un NFT sont, alors ça, c'est remis en question quand même certaines fois, mais en gros, sont liés par un contrat, ce qui fait que dès qu'il y a des ventes, donc des secondary markets, en fait, ils touchent encore à chaque vente un pourcentage. Alors, du coup, ça se traduit aussi en images. On le voit dans ce que tu nous as ramené, c'est que il y a effectivement des artistes qui sont cotés. Oui. Il y a une cote du NFT. Ouais. Et il y a des productions qui sont effectuées par des artistes de grand talent qui, évidemment, deviennent un peu les Picasso du 21e siècle, quoi. En gros, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée, et ça a créé plein de choses, à savoir des people, des gens qui ont explosé. Alors après, faut pas non plus. Alors ça, c'est juste des images de l'événement qu'on a fait, parce qu'en effet, en rapport à ce que tu disais tout à l'heure, en fait, il y a Motion Plus Design, mais on s'est dit tiens, c'est intéressant peut-être de faire aussi un événement sur les NFT. Et du coup, on n'a pas fait un événement que sur les NFT, on a fait un événement sur les artistes du NFT. Donc on a gardé le même principe, mais cette fois en invitant des artistes du NFT. Et on a eu besoin pour ça de curators, parce que moi j'avais pas la connaissance suffisante pour inviter des gens cette fois. Et Beeple est revenu à Los Angeles là. Et voilà. Et donc cet événement était intéressant. On l'a fait à Paris aussi en septembre dernier. Et pour répondre à ta question, oui, en fait c'est vrai que ça a généré ça a généré deux types d'artistes, ceux qui étaient là, qui avaient déjà compris ce que c'était la crypto et qui avaient une culture crypto. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment des gens qui étaient, très franchement, qu'on méprisait un peu avant. Enfin, on s'en foutait. En fait, c'est pas qu'on s'en foutait, c'est qu'on comprenait même pas ce qu'ils faisaient, en fait. Ouais. Moi, par exemple, je suis quand même inséré dans un certain milieu du design. Vous aussi. On n'entendait pas parler, en fait. Donc, ce qui leur a donné une forme de valeur de reconnaissance, c'est parce qu'à un moment, ça a explosé. Mais en réalité, il y avait des artistes hyper intéressants. Puisqu'en fait, ce qui est intéressant dans le NFT aussi, c'est les artistes comme Pac, par exemple, qui ne s'intéressent pas que à la valeur de l'art, mais à la valeur du projet artistiquement.
et du projet lié au monde de cette crypto. Par exemple, PAC a sorti son fameux projet qui s'est vendu très cher. Il a pensé crypto. Donc, en fait, par exemple, les gens qui achètent avec un wallet une œuvre, quand on achète une deuxième, en fait, elles vont se mélanger pour créer une troisième œuvre. Et tout ça de façon aléatoire ou lié au numéro du wallet. Enfin, en fait, il y a des trucs très intéressants à développer avec c'est là où je respecte beaucoup le NFT, personnellement. Après, ce que je critique, évidemment, parce que je fais peut-être moins la promotion qu'il y a encore un an. Il y a un an, j'étais encore en train de dire, ouais, faut y aller et tout ça. Et en fait, je le pense toujours dans un sens parce que c'est pas grave d'y aller. Mais, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de gens qui ont été déçus. En France, pas tant que ça, parce qu'en fait, même en termes de taxes et tout, ça va. Mais aux États-Unis, en fait, ce qui a été compliqué, c'est que c'est des artistes, en fait, qui ont vendu des NFT. Par exemple, je sais pas, 4 Ethers. C'est une valeur, bref, ça, c'était cher, 4 Ethers. 4 Ethers, c'était à l'époque, 4 x 4, 16 000 $, à peu près. Ils vendent du neuf, 16 000 $, et ils étaient taxés, en fait, à la vente. Ça paraît con ce que je dis, mais en fait, c'est important parce que ils ont acheté, donc, des Ethers pour minter, c'est-à-dire pour mettre sur la blockchain déjà leur truc. Donc, ils ont déjà payé un peu. Ensuite, ils ont vendu 4 Ethers en se disant, putain, génial. Là, pour l'instant, ils ont juste dépensé, hein. C'est-à-dire que l'argent est encore virtuel. Ils se sont fait taxer sur la valeur à la vente, donc à 4 000 $, non, à 16 000 $, d'accord? Donc, mettons qu'ils donnent, je sais pas, 30%, je dis une bêtise, mais donc, pour l'instant, ils ont rien gagné en termes vraiment purement. Mais ils sont déjà obligés de donner. Exactement, ils sont déjà obligés de donner. Et le problème, c'est que beaucoup d'artistes se sont dit, bah, moi, j'attends que ça monte, hein, c'est ça le but, hein. Donc, en fait, ils ont payé, ils attendaient que ça monte, et là, ça s'est cassé en 4. Donc, en fait, ils ont déjà payé plus que ce qu'ils pourraient récupérer aujourd'hui. Donc, dans certains cas, ça a été dramatique. Et donc, c'est pour ça que c'est pas tout blanc ni tout noir, mais ça reste assez complexe. Et puis, il faut quand même investir, je veux dire, de minter quelque chose. Alors, il n'y a pas que... Après, on peut rentrer dans les détails. Il y a des blockchains moins chères, etc., qui sont vachement bonnes aussi, hein, mais... Donc, est-ce que, pour conclure sur ce chapitre NFT, est-ce que tu penses que c'est bien plus qu'une tendance? C'est un élément qui va s'inscrire dans le temps. Comme d'ailleurs la photographie est devenue une œuvre d'art. Est-ce que tu penses que le NFT va lui aussi rentrer dans cette catégorie-là? Oui. En fait, je trouve que le seul frein vraiment à ça, enfin, il y a 2 freins pour moi, pardon. Le premier frein, c'est que c'est très difficile pour moi encore d'adopter la crypto. Donc, nous, on sait, on le fait, pourquoi pas, mais c'est vraiment pas du tout accessible. En fait, genre, se créer un MetaMask ou créer un Ledger, c'est moi ça m'a mis. Je te rassure, on comprend rien à ce que tu nous dis. Oui, là c'est con ce que je dis en fait. MetaMask, c'est comment se créer un wallet virtuel quoi. Et ou comment un Ledger, c'est une clé USB en fait codée, etc. Bon, enfin bref, c'est plus complexe mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est juste que c'est justement compliqué et que j'arrive pas à vous l'expliquer simplement parce qu'il y a déjà un gros problème. Et le deuxième gros problème que moi je vois encore aujourd'hui beaucoup au NFT, c'est qu'en réalité l'œuvre en elle-même en fait, elle est pas dans la blockchain. Alors, certains sont du on-chain et certains du off-chain. 99% c'est du off-chain et certains sont on-chain. Alors, j'explique la subtilité, mais qui est très importante. Oui. Il faut aller vite. Non, mais vas-y, mais on te suit, hein. Ça va encore là? En galope. En gros, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que un projet on-chain qui est vraiment la blockchain, par exemple, je sais pas, les CryptoPunks aujourd'hui, ça ressemble à des petits punks pixelisés. Ils sont vraiment encodés dans la blockchain. C'est-à-dire personne pourra jamais les enlever de cette blockchain. Alors que les 99 autres %, c'est du off-chain, c'est-à-dire que c'est un contrat dans la blockchain qui dit, tel wallet possède tel NFT par tel artiste, fait à telle date, et voilà le lien du NFT. Donc c'est quand même très très différent. C'est-à-dire qu'en fait ça donne un lien. Alors il y a 2 types de liens, mais bon je le fais rapide aussi. Il y a un HTTP qui est dramatique parce qu'un HTTP, ça peut disparaître du jour au lendemain. Genre, ça existe vraiment. C'est qu'il y a genre le nom du serveur / je sais pas quoi. Donc ça, c'est hyper dangereux parce qu'évidemment, il suffit que le serveur disparaisse et ton œuvre, t'auras beau dire que tu as l'œuvre, mais tu pourras pas la montrer. Donc c'est un gros problème. Et le deuxième truc qui s'appelle IPFS est beaucoup plus fiable, certes, beaucoup plus intéressant et décentralisé. Et si demain l'IPFS s'arrête pour une raison X ou Y que j'ignore et que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est fini en fait. Donc je trouve quand même que le jour où tout sera on-chain, pour moi, on aura dépassé un cap. Ça paraît un peu invraisemblable, mais c'est possible. Alors, est-ce qu'une œuvre cinématographique réalisée par un auteur peut devenir NFT? Tout peut devenir NFT. Tout ce qui est numérique peut devenir NFT. C'est-à-dire que si, par exemple, tu disais, mettons que toi, t'es fait un film et que je veuille te l'acheter, j'achèterais un contrat qui dit que je te l'ai acheté et que le film, il est à telle adresse. Et le film, il sera, encore une fois, on revient au problème du on-chain. C'est-à-dire que ton film, il sera
Si le lien marche toujours, je pourrais le voir et je pourrais dire c'est celui-là le film, regardez. Mais si le lien change en fait, je pourrais juste dire j'ai ton film, mais ce sera plus le même lien. Donc c'est quand même un gros problème, je trouve. Enfin bon, moi je le vois comme ça. Après ça enlève pas de valeur à ce que c'est que le NFT. Hein. Il y a des expériences sur le clip avec Booba, c'est ça? Oui, c'est ça. Je crois qu'après, par exemple, t'as des chanteurs qui font des tracks spéciales que les gens peuvent acheter en NFT. Après, ils peuvent des plans aussi du film. Ouais, c'est ça exactement. Après, tu peux découper, Ça a été des expériences intéressantes. Après, pour moi, ce qui fait qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est en novembre 2022, c'est en train de s'écraser, hein, clairement. Pas de finir, mais de s'écraser. Genre le marché est passé de 4000 à 1000, donc c'est un énorme problème quand même. En fait, juste dire le fait que les collectionneurs, ils avaient beaucoup d'argent en fait à dépenser, mais qu'en fait aujourd'hui, les collectionneurs, ils ont déjà investi en NFT, ils ont des portefeuilles pleins. C'est moins facile de vendre. Et moi, ce que je conseillerais, si je dois donner un conseil, d'ailleurs, je m'auto demande de donner un conseil, c'est un peu bizarre, mais je vais quand même le dire, c'est mettez-vous au NFT en fait. Mettez-vous au NFT, mais n'y croyez pas dans le sens financier. C'est-à-dire essayer de comprendre ce que c'est beaucoup plus important que de se dire je vais me faire un paquet de fric, parce que très franchement, aujourd'hui, se faire un paquet de fric, il y en a plus. Hein. Enfin, moi, j'en vois pas en tout cas. Peut-être qu'il y en a encore, il y en a sûrement quelques-uns, mais globalement, je pense que la première vague, ça y est, c'est bien écroulé. La deuxième sera beaucoup plus intéressante, et la troisième, voire la quatrième sera extraordinaire. Ouais. C'est-à-dire que là, on aura vraiment il y a de la maturité. Ouais, exactement. Mais en fait, c'est Et là, du coup, ce serait plus en termes artistiques. Alors, et c'est exactement ce que j'essaie de me convaincre, c'est que je pense ça en fait, ouais. Parce qu'en fait aujourd'hui, c'était au premier arrivé. Hein. Je suis désolé de dire ça. Il y a des gens qui ont du grand talent et qui étaient le premier arrivé, tant mieux pour eux. Mais il y a aussi des gens qui avaient, je vais pas dire pas de talent parce que c'est nul de dire ça, mais disons qu'il y avait peut-être. Oui, ou alors qui en fait se sont vendus sur leur nom, surtout j'ai envie de dire. Il y a des gens qui avaient même pas fait de choses artistiques en fait, mais qui le simple fait de mettre leur nom sur le projet fait que le projet s'est vendu. Donc moi je doute quand même de la valeur artistique d'un projet justement parce que ça me pose question en tout cas. Là je pense qu'on est fait dans la deuxième, troisième vague. Au moment où on va dire voilà il y a des artistes quoi. Comme on se l'est dit pour plein d'autres arts en fait. Je sais pas au début il y avait, je sais pas. Voilà. Donc là tu dis mettez-vous-y c'est pour explorer. Ouais, et je pense que par contre c'est vachement important de s'y mettre parce que sinon vous allez rater un train. Et d'ailleurs je trouve que là c'est le bon moment de le prendre le train parce qu'en fait c'est pas au moment où tout le monde s'excite et il faut le faire vite machin. Ça me coûte 500 balles, ça non. Par contre je m'intéresse à ce que c'est qu'un wallet, je regarde ce que c'est qu'une crypto, ça je trouve que c'est vachement intéressant. Et culturellement pour moi c'est évident que ça restera. Je viens d'écouter une émission d'ailleurs économique là en podcast en arrivant ici, et j'ai un mec qui a été pro crypto mais hyper bien cette émission. Et il disait mais en fait ouais c'est probablement ce qui va rester en fait dans quelques années la crypto. C'est probable en fait. On va enchaîner de crypto à Midjourney. L'intelligence artificielle. Gros sujet là, bien lourd. sûr. Alors, lourd et pas bien lourd. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc passer sur la formulation. Et qui dit formulation dit direction artistique. Et dans ce cadre-là, je pense qu'on peut envoyer quelques images de la boucle qu'on a vue sur Midjourney. Et en fait, on s'aperçoit que depuis maintenant 2 ans, en gros, on a une succession d'images qui sont générées par intelligence artificielle à partir de mots-clés, à partir d'éléments de référence. Tu m'as fait faire cette expérience il y a 8 mois, ouais, j'étais scotché. Et en fait, ça nous permet de générer des visuels extrêmement aboutis qui ont besoin d'être tous un petit peu retravaillés pour parvenir à obtenir une image tout à fait intéressante. Mais ce qui est assez bluffant, c'est qu'on a déjà le concept passe au craft. C'est-à-dire qu'il y a un raccourci qui est effectué entre la première ébauche conceptuelle et l'aspect finalisé. Exactement. Écoute, moi, d'ailleurs, quand on a déjeuné ensemble, moi, ça m'a complètement fasciné, quoi. Qui ne serait pas fasciné par ce qui se passe en ce moment? C'est extraordinaire c'était en fait impensable pour moi, un truc pareil, en fait. Donc, j'ai même du mal encore à y croire, en fait. Je trouve ça tellement impressionnant de pouvoir écrire juste un texte, une idée,
et de voir apparaître des propositions qui en plus peuvent être orientables. Et puis avec le temps, c'est évident qu'on va avoir de plus en plus de possibilités, parce que pour l'instant finalement c'est un texte ou image, mais après on pourra dire telle image je veux changer ci, ça, ce qui est déjà le cas, hein, ça existe déjà ça avec Dall-E. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est Midjourney? Alors Midjourney c'est une intelligence artificielle. En fait, il faut aller sur Discord, donc c'est un sort de serveur. Pour ceux qui connaissent Discord, un serveur de chat. Et en fait, il faut juste dire imagine, faire un slash, écrire slash imagine, et ensuite dire ce que tu veux. C'est tout. Ça s'appelle un prompt d'ailleurs. Et en fait, il suffit de décrire ce que tu veux, c'est tout. Et tu peux dire, en plus de décrire ce que tu veux, par tel artiste, telle taille, telle tendance. En fait, tu peux dire absolument ce que tu veux pour créer une image. Et les images qu'on voit là sont pas du tout nécessairement des images complexes en termes de prompt. Hein. C'est pas. Alors, encore une fois, c'est difficile d'imaginer avant d'avoir essayé. Je trouve tellement c'est fort. Hein. Donc c'est extrêmement puissant. C'est dérangeant. C'est hyper dérangeant aussi. Hein. Moi, je veux dire. Autant le dire. Hein, ah bah ouais. T'es concept designer, c'est-à-dire tu fais des images pour les films, pour les jeux vidéo, des choses comme ça. Je veux dire, tu dis waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que tout ce que je pouvais faire moi, un mec qui faisait une image comme ça il y a encore 2 ans, on disait waouh, on l'invitait et puis il venait parler, et puis bravo, c'est incroyable quand vous faites quoi. Non mais aujourd'hui on va encore l'inviter. D'ailleurs on l'inviterait peut-être même encore plus parce qu'on se dira mais c'est incroyable, toi tu l'as fait comme ça quoi, à la main quoi. Mais le niveau de détail est tel déjà dans Midjourney que, en fait, c'est même ça qui est fou, c'est que t'as dit ça bien, c'est que, en fait, on arrive à un niveau de détail qui est celui d'un projet finalisé. Et je pense que même plein de concept designers n'iraient pas dans ce niveau de détail. C'est-à-dire que ils peuvent faire des trucs complètement fous, quoi, en fait. Et donc voilà, Midjourney, c'est ça, c'est extraordinaire. Et après, il y en a d'autres. Donc il y a eu d'autres logiciels d'intelligence artificielle comme Dall-E, Dall-E qui est aussi assez incroyable, qui est plus photographique, hein, je trouve globalement, comme Disco Diffusion et Stable Diffusion maintenant, qui sont des logiciels, je sais même pas si on peut appeler ça des logiciels, mais en gros voilà, dans lesquels on écrit ce qu'on a envie de voir apparaître. Et c'est bluffant. Et d'ailleurs en motion design, ça commence à arriver aussi. Ça ouais. Bah oui, parce que le sujet, c'est que là, pour le moment, c'est déjà assez bluffant de le voir en image fixe. Ouais. Mais le next step, ça va être de l'animer. Et ça va y arriver très rapidement. Moi, je crois, là, quand j'ai vu l'exponentialité du Midjourney, je me suis dit, bah, en fait, c'est pareil. Enfin, c'est pas pareil, mais en fait, c'est marrant parce qu'on s'est tous dit, je sais pas pour vous, mais moi, je me suis toujours dit, on s'est tous regardé un peu les créas en se disant franchement l'intelligence artificielle nous ça va quoi, on est créa, tu vois. Et quand on a vu arriver Midjourney, on s'est dit ça va trop vite là, qu'est-ce qui s'est passé? Et je pense que c'est en fait c'est pas qu'on n'aura pas de valeur, hein, bien sûr, mais là l'outil il est quand même hyper avancé, c'est-à-dire que en fait, je faisais une comparaison avec Photoshop, l'arrivée de Photoshop, et mon moment a rétorqué l'autre jour, mais non, c'est beaucoup plus que Photoshop. Photoshop, il fallait apprendre un outil pour recréer des choses plus vite peut-être, ou plus facilement, mais c'était pas, aujourd'hui, mon neveu de 10 ans peut faire plus intéressant que moi, objectivement. C'est qu'une question de goût, en fait. Pour moi, c'est le même choc de la peinture à la photo. Ouais. C'est-à-dire, ça va devenir une véritable discipline à part entière. Ça change complètement la capacité de conceptualisation, d'exécution, tout ce qu'on essaie d'apprendre ici. C'est-à-dire qu'il va falloir très très vite adopter une culture des références. Parce que ce qui va faire la différence, puisque tout le monde finalement va avoir accès à la boîte de Pandore, c'est la culture, les références graphiques. Les références techniques, la manière de maîtriser ça, parce que c'est un petit peu, je vais te sortir l'image que tu veux, et donc on va devoir se battre et de justifier que cette image qui est proposée là, c'est la plus appropriée au concept, c'est la plus forte en termes de densité, parce que si tout le monde génère plein d'images tout le temps, il va falloir faire des arbitrages. Donc c'est les éléments de référence, les éléments graphiques, la compréhension technique de la manière de les fabriquer qui vont faire qu'à un moment donné, le créatif va toujours conserver sa valeur.
Sinon, c'est plié, quoi. Ah, je te rejoins à fond parce qu'en fait, c'est une des grandes choses que je trouve géniale avec ça, c'est qu'en effet, ce qui va faire ta différence, c'est ta culture et ton expérience. C'est-à-dire qu'en effet, si tu as vu beaucoup de choses dans ta vie, que tu as su référencer tout ça dans ta petite tête, t'as plus de chances de faire des choses intéressantes. Et si en plus t'as un truc technique qui te permet de mélanger, parce qu'il y a ça aussi qui va être un moment important, parce que on va quand même avoir besoin de finir quelque chose. C'est-à-dire que on va avoir une belle image, mais il va falloir mettre une typo, il va falloir alors peut-être je me trompe aussi, mais en tout cas, il va falloir la retravailler pour la finaliser exactement comme on en a envie. Et ça, ce petit moment-là, en fait, va être la différenciation, je pense. Enfin, ce qui va faire qu'encore les artistes auront leur mot à dire. Je pense même que les artistes, si je théorise un peu trop là-dessus peut-être, mais je pense même que les artistes travailleront pour les intelligences artificielles, ce qui fait un peu flipper, mais c'est-à-dire que, enfin, je sais pas. Franchement, c'est hyper difficile de dire aujourd'hui. Ce qui est en tout cas hyper important, excuse-moi, c'est le fait que jamais dans l'histoire de l'humanité, on a eu accès à un tel outil artistique, puisqu'il était artisanal, il était manufacturé. C'est ça. Même la tablette graphique, même tout. Enfin, mais là, c'est l'intelligence qui le sort. C'est ça. Donc, en gros, c'est le retour à la culture. C'est-à-dire que il y a des générations qui ont un petit peu oublié ça. Et pourquoi, dans cette école plus particulièrement, on insiste beaucoup sur ces éléments de culture, d'analyse, de culture, etc. Parce que c'est ce qui va faire clairement la différence dans déjà aujourd'hui, mais dans les années futures, puisque on a ça qui arrive, quoi. Ah oui, encore une fois, là-dessus, je suis absolument d'accord. Ça va être votre approche, vos références qui vont faire la différence. Ça sera plus l'outil. Et comment tu croiserais justement du coup NFT et IA du coup là dans cette est-ce que c'est deux est-ce que c'est des gens qui vont se rencontrer, est-ce que ça va se... C'est une bonne question. Si dans le NFT, l'idée c'est que la personne qui achète l'œuvre, elle a quelque chose d'unique, d'accord. Oui. Et avec l'IA, c'est presque l'inverse, non? C'est qu'on produit une image qui est... Mais à la fois, elle est unique, tu vois, c'est ça, ouais. Enfin là, ça devient vraiment philosophique, hein, parce que c'est difficile d'y répondre, en fait. En fait, il y a que les êtres humains pour l'instant pour pouvoir juger. Même ça, si ça se trouve un jour, on va se le faire piquer, mais je veux dire, en soi, pourquoi en fait on dirait qu'une image d'AI c'est moins bien? Enfin, tu vois, c'est là où ça fait un peu flipper d'ailleurs, c'est que tu dis, mais en fait, ouais, il n'y a pas vraiment de raison là. Objectivement, si tu me dis pas que c'est une AI qui l'a fait, bah j'ai trouvé ça magnifique, tu vois. Mais enfin ça, je trouve ça c'est absolument fascinant. Ça change complètement le débat en fait. Et voilà. Après pour le NFT, oui, il y aurait. Enfin, il y a eu déjà beaucoup d'abus d'ailleurs. Justement, c'est marrant par cette idée-là, c'est quand des gens ont fait des collections entières avec de l'AI, bien sûr, et l'ont fait vendre comme si. Moi, je trouve ça c'est assez flippant, mais il y a beaucoup d'artistes qui montent maintenant sur leur Insta de l'AI, et puis ils hashtag en bas des hashtags AI, quoi, tu vois. Mais bon, en fait, tout le monde croit que c'est eux les artistes. Et, c'est assez rigolo de voir ce truc se développer aussi, quoi. Mais du coup, pour ça, les gens ont envie de savoir. Ça, mais du coup, l'artiste, ce sera qui, du coup? Parce que là, en même temps, s'il se sert de l'AI... Alors, s'il se sert de l'AI pour la retraiter, je peux pas le critiquer. Mais de dire, je tape une phrase, j'en sors 10 par jour et je suis un grand artiste, oui, bah là, ça me pose problème quand même, parce que c'est pas un artiste, là. Ou alors, tu peux dire que t'es Alors, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est aussi pas être un artiste que d'écrire le bon prompt? C'est là où on va rejoindre la photographie. Exactement. C'est qu'en effet, la photographie, on disait au début, putain, c'est n'importe quoi, c'est rien. Moi, je me fais chier à peindre ma peinture pendant 2 jours. Et toi, tu cliques et ça y est, c'est bon, c'est pas un métier, quoi. En gros, c'est ça qui se passait, hein. Et personne n'exposait et ça a mis longtemps à t'exposer. Je crois que la première expo, je dis pas de grosses conneries, je crois que c'était 1920, un truc comme ça. C'était quand même déjà, voilà, c'était assez méprisé quand même. Donc, en effet, c'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte de ça, mais je pense que si on se remet à cette époque-là, en effet, on se dirait, bah non, c'est de la merde, en fait. Ça sera jamais bien, la photographie sera toujours un mec qui clique sur un bouton, ce sera facile. L'AI va sûrement avoir ce truc-là aussi. Et c'est là où c'est passionnant et où bien sûr toutes les nouvelles générations vont se l'approprier, je pense. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que c'est le mot qui génère l'image. Donc pour ceux qui ont abandonné le mot et le sens des mots, le retour de bâton va être assez copieux. Hein. Bah ça c'est vrai aussi, ouais. Parce que si générer une image revient à prompter correctement,
ça veut dire qu'il va bien falloir ou chercher, ou rédiger, etc. Bref, c'est la culture Google, en gros, qui devient forme d'art. Et alors ça reste quand même aussi un vrai point sur lequel il va falloir être très attentif, parce que générer une image n'est pas forcément générer un film digne d'intérêt. Et c'est la narration, c'est encore un point qui est hyper important. C'est que conduire une narration via une image, c'est aussi un savoir-faire qui, là, cette fois-ci, va pouvoir être clairement pris en main par les créatifs. Alors oui, et peut-être non. C'est-à-dire que oui, tu as raison aujourd'hui, mais il existe déjà des intelligences artificielles de rédaction, en fait. Ouais. Et probablement, il y a un truc génial qui s'appelle, j'ai oublié le nom, pardon, mais tu dis, bah voilà, je veux vendre mon produit, c'est ça mon produit. Tu décris ton produit. Et il te pond des tonnes de textes. Et franchement, c'est hyper intelligible. En fait, tu lis le truc, j'avais pas pensé à cette idée, ni à celle-là. Donc, en fait, ce que tu dis est vrai. Mais si ça se trouve, même ça, on va nous l'enlever, quoi. Tiens, putain. Non, tu dis, bon, moi, je veux vendre, en fait, je crois vraiment que le paroxysme de ça sera vraiment le jugement, quoi. C'est-à-dire que nous, j'aime pas, quoi. C'est un peu triste d'en arriver là, mais probablement, ça va redéfinir qu'est-ce que le goût, qu'est-ce que veulent les gens. Ça va peut-être aussi leur permettre d'évoluer. Franchement, il y a tellement c'est imparamétrable comme truc, en fait. Dans 10 ans, probablement, on ne regardera plus de films. Peut-être qu'en fait, on tapera, j'ai envie de voir un film avec tel et tel acteur, ça raconte ça. Voilà, fais-moi rêver, quoi. Avec un peu de scène de sexe, mais pas trop. Et en fait, c'est pas du tout improbable que ça arrive, ça. Puisqu'on est déjà en train de le faire avec des images. Qu'est-ce qui empêcherait de faire un film avec une narration, une super script, et même pire que ça, excuse-moi, mais encore pire que ça, c'est-à-dire, aujourd'hui, on voit bien que les réseaux sociaux, tout ça, se nourrissent de ce qu'on fait pour nous connaître. Je vais te générer un film demain que tu vas adorer, ça se trouve, tu vois. Et c'est un côté terrifiant pour les créatifs d'entendre ça. Mais bon, bah, tu sais, la technologie, ça avance, hein, et puis ça regarde pas derrière, quoi. Et ce sera pas justement peut-être différentes classes ou niveaux aussi, parce que justement le tout venant, par exemple, encore aujourd'hui sur Netflix, peut-être aussi destiné à un certain public, et qui a un certain public beaucoup plus affiné, qui va lui pouvoir sentir les subtilités de tel ou tel scénario, tel ou tel ouais, probablement, film, je sais pas. Je sais pas non plus. En tout cas, je peux dire juste qu'aujourd'hui, il y a déjà des choses qui existent où tu tapes je veux voir un plan d'un nounours qui fait du surf, et en fait, tu le vois en mid-journée, mais tu le vois maintenant en vidéo, ça commence à arriver. Alors, c'est encore un peu pourri, mais ça va arriver. Tu vois, c'est en fait, ce qui est fascinant avec l'intelligence artificielle, c'est que c'est pas une question de technologie, en fait. C'est plus une question d'apprentissage. Si tu arrives à nourrir bien l'intelligence artificielle, elle va reproduire, en fait. Non, mais, tu vois, par exemple, pour Jurassic Park, par exemple, quand il est sorti, bah voilà, c'était passé au numérique et tout, sauf qu'en fait, ils ont été animés par Phil Tippett qui a fait ça en stop motion, tu vois. Et ils ont pris des capteurs, mais il a vraiment animé à la bimine, sauf qu'on l'a traduit ensuite après en langage informatique. Mais il a bien fallu le type qui avait plus de 50 ans, ou 30 ans à valider ces trucs en pâte à modeler. C'est juste le skin qui a changé. Donc est-ce que du coup, quand même, malgré tout, on va avoir c'est pas aussi un... Je sais vraiment pas. On a vraiment, moi, je trouve que c'est ça qui est génial, c'est que là, vraiment, on est tous un peu ignorants dans ce qui va se passer. Okay. C'est un peu comme si on se disait, tiens, c'est 1999, qu'est-ce que ce sera un moteur de recherche, quoi. C'est un exemple un peu débile, mais ou Facebook, quoi. En fait, c'était pas pensable, puisque si ça l'était, on l'aurait pensé tous et on l'aurait fait, quoi. C'est fou. On n'aurait jamais pu imaginer, vraiment pas imaginer, qu'on passerait tous 3 heures par jour à regarder des conneries de photos d'autres gens qui nous montrent qu'ils sont heureux. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, c'est le cas. Donc, avec l'intelligence artificielle, tu peux être sûr que on n'a pas la moindre idée de ce qui va se passer. Mais il y a un côté super flippant, parce que là, je trouve que quand même aussi, si on prend le côté un peu dark, en fait, on se rend compte que notre valeur à nous, qui était la créativité, les idées, les machins, en fait, j'ai parlé une fois à une intelligence artificielle, je l'ai fait 2 fois maintenant. Grâce à DALL-E, on a accès comme ça à vraiment un truc où tu peux parler, quoi. Et c'est extraordinaire, en fait. D'ailleurs, c'est très perturbant parce que je l'ai réessayé une seconde fois, il était vraiment devenu débile, alors que la première fois, il était hyper intelligent. L'intelligence était incroyable. J'ai vraiment l'impression qu'ils l'ont downgradé, je suis peut-être paranoïaque, mais qu'ils l'ont vraiment rabaissé parce que c'était fou. Tout ce que je demandais, c'était des réponses hyper intelligentes et des réponses instantanées aussi. Ouais, ça c'est assez bluffant. Ouais. On va rentrer dans l'aspect exécution.
pour que tu puisses nous montrer ce qu'est aujourd'hui, ou encore pour aujourd'hui, un artisan. Voilà, c'est ça. Pour quelques minutes encore. Encore un petit peu. Ouais, pour quelques années. Donc l'exécution, c'est évidemment le côté making-of de tous les fabuleux génériques que tu as pu faire jusqu'à présent. Et donc, tu nous as amené quelques jolies choses. Je te laisse les commenter parce que tu as les slides qui défilent devant toi. Bah là, par exemple, Error of the Human Body, c'était un film où en fait on aurait pu avoir l'approche 3D parce qu'on voyait en fait c'était des lettres en fait qui venaient de sous l'eau et en fait on s'est dit bah non on va plutôt fabriquer les lettres et on va faire ça dans du lait. Donc on avait créé un aquarium avec le réalisateur sur le slide d'après qu'on verra. Voilà, c'était juste pour montrer qu'il y avait des approches parfois qui pouvaient être différentes vu que je sais que les étudiants se posent ce genre de questions. Silent Hill, le 2, en fait, c'était tout un... au début, j'avais proposé quelques frames, ça c'est les 3-4 premiers slides, pour dire un petit peu le type d'image qu'on allait avoir. Au début, j'avais imaginé un générique assez complexe, et puis finalement... pour faute de temps et de budget, on a dû, il est toujours assez complexe, mais on a dû, rendre tous les personnages fixes. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce générique s'était fait il y a une dizaine d'années, je pense, un peu plus maintenant. Peut-être pas quand même, je sais plus. Et mais à l'époque, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on parlait d'intelligence artificielle. À l'époque, c'était 10 personnes qui bossaient dessus, quoi. Et c'était hyper complexe comme prod. Alors qu'aujourd'hui, je dis pas que ce serait facile, mais ça serait faisable par une seule personne. Ce qu'on voit aujourd'hui sortir du cerveau de certaines personnes, c'est vraiment complètement fou. Donc voilà, j'avais imaginé cette scène-là, en fait, avec tous les personnages et tout ça. J'avais découpé ça en plein de plans dans ma tête. J'avais fait deviser chaque plan et j'avais dû choisir, en fait, des plans. Enfin bref, voilà, c'était il y a un certain temps, tout ça, maintenant. Mais au final, c'était, voilà, tout a été modélisé comme ça après. Et puis ensuite, j'ai passé beaucoup de temps à caler parfaitement les mouvements de caméra. Ça, c'est La Belle et la Bête, il y a quelques années aussi. La Belle et la Bête, ça, c'est Christophe Gans qui m'a demandé d'imaginer le début du film, l'ouverture du film. C'était pas un générique, mais c'était, il m'a dit, en fait, je voudrais qu'on ouvre le bouquin, que tu fasses un plan, que tu trouves un truc sur comment est-ce qu'on introduit cette histoire doucement. Et donc, en fait, j'avais imaginé le plan qui vient après, sur la couverture de 2 enfants comme ça. Donc, on avait fait ça à l'époque en 3D au Canada, à Montréal. Et voilà, bon, ça c'est d'autres expériences. En fait, c'est pour montrer que en faisant des génériques, en fait, on peut vous demander aussi d'autres choses, quoi. C'est pas complètement fermé comme métier. C'est ça peut être parfois, voilà, de réaliser une micro-séquence comme ça avec une équipe à l'étranger, quoi. Et t'arrives encore à faire cohabiter ce travail de créateur et J'essaye, j'ai moins de temps, on va dire, mais j'essaye encore. En tout cas, quand il y a des réalisateurs comme Christophe Gans, j'y vais, quoi, parce que c'est tellement rare des gens comme ça qui sont vraiment des visionnaires, quoi. Mais moins, hein, sincèrement moins, parce que voilà. Là, normalement, on commence un documentaire là que je produis, mais j'ai plutôt tendance maintenant à les produire, à faire une direction artistique, mais à travailler avec des gens qui le font, quoi. Voilà. Et puis après, il y avait des plans 3D, pareil sur le bouquin, qui m'a demandé de superviser. C'était juste pour montrer qu'il y avait un petit peu différents types de travaux, voilà, des plans comme ça. Pour passer d'une scène à l'autre avec des transitions entre du vrai et du faux, quoi, voilà. Donc, voilà, ce qui veut dire que vraiment ton amplitude technique et créative, elle intègre vraiment des notions très très larges qui sont à la fois liées à l'audiovisuel, au graphisme, à l'animation du traditionnel. Enfin, tu as une expertise qui est quand même assez dense sur ces sujets. Je pense que j'ai un œil maintenant globalement de réalisation, quoi. Donc je ne maîtrise pas tous les outils, mais j'ai une idée de ce qu'on peut faire, quoi, en gros. Et donc du coup, c'est ce qu'on me demande, quoi, c'est de trouver comment de privilégier l'idée avant le reste, en fait. Et puis voilà, là c'est d'autres exemples, mais pour montrer que voilà, c'est très varié, en fait, les génériques. Ça, Diane et Crystal, c'est le petit bout qu'on a vu tout à l'heure, tu pensais être Dexter. On a filmé ça au 5D. Bon bref, il est passé, mais c'est pas grave. Puis ça, Guillermo del Toro, c'était un bon exemple aussi de finalement. Ah non, voilà, ça c'était celui d'avant.
Ça, voilà, c'est un tournage de 2 heures avec des 5D. Il y a un truc intéressant pour les étudiants, c'est que par exemple, il est pas mal ce générique, mais il a rien coûté. J'ai rajouté du grain parce que l'image n'était pas assez bonne, pas assez belle. Noir et blanc, grain. J'ai refait vibrer la caméra pour montrer que parfois, en fait, simplement, voilà, en faisant des choses assez simples, ça pouvait aussi marcher, quoi. Il y a un petit clin d'œil à Seven un peu, non? Ouais, je pense. De toute façon, je pense que Seven m'a tellement marqué que, en fait, ouais, ma génération on essaie tous un peu au fond de nous reproduire. Surtout, là, on voit pas, mais le premier Silent Hill que j'avais fait, c'était vraiment, je voulais absolument faire Seven, quoi. Je peux pas dire que j'ai réussi, mais j'ai essayé, quoi. Puis tous les génériques aussi de HBO. Oui, ouais, voilà. Après, il y a eu tellement de trucs géniaux. Caravane de l'étrange et tout. Je voyais justement. Ouais. On est sur The Strain là. Ah oui, The Strain. Alors ça, The Strain, c'était une anecdote assez marrante parce qu'en fait, Guillermo del Toro, donc, a réalisé Labyrinthe de Pan et beaucoup de films maintenant, m'a demandé de faire ce générique-là, proposé plutôt. Et en fait, j'avais filmé une maquette avec des fouets de génisse pour faire croire que c'était ça, c'est dans la salle de réunion. Vous voyez que le chef opérateur, c'est des lampes Ikea. Et qu'en fait, on a tourné ça avec donc du foie. C'était horrible, ça. Les gens ont failli vomir parce que d'un moment, ça sentait trop mauvais. Et on a fait ce petit générique, en fait, voilà, filmé. C'est pour montrer, en fait, plus aux étudiants que, en fait, avec peu de moyens. Ça, c'est un 7D, en fait, en fait, moi, j'ai fait une maquette de ça. Je pensais qu'il allait me dire, ok, super, vas-y, on va le tourner. Et en fait, il m'a dit, c'est top. On est comme ça. Donc, il est resté comme ça dans la série et tout ça, simplement parce que, voilà, parce que ça marchait en fait. Puis ça, c'était 10%. Donc ça, je l'ai co-réalisé avec Eric Brochery. Et ça, c'est Clapiche derrière qu'on voit. Et voilà, ça c'est aussi un autre exemple, un peu différent cette fois, où en fait, là, c'est toute une histoire, mais voilà, globalement, on a imaginé toute la séquence, fait tout le storyboard et on a tourné. Et finalement, c'est cool parce que cette idée de générique qui est assez simple, en fait, elle reste au fur et à mesure des saisons, en fait, de cette série. Voilà. Qu'est-ce qui te reste de ces approches de réalisateurs aussi différents qu'un Clapiche, qu'un Del Toro? Est-ce que tu as trouvé auprès d'eux au-delà de leur personnalité différente, etc., mais une approche qui tend à prouver que finalement on traverse tous les mêmes étapes. On s'immerge, on conçoit, on formule, on exécute. Ouais. Tu retrouves ces... Ouais, je pense que c'est toujours un peu le même process. L'aspect qu'on pourrait aimer prendre, c'est l'aspect psychologique, je pense, qui en fait fait que quand tu travailles c'est une spécificité au cinéma, c'est qu'en fait les réalisateurs, ils font un film sur souvent 2, 3, 4, 5 ans, des fois 10 ans. Donc en fait, ils ont un attachement émotionnel très fort à leur film, ce que je respecte et que je comprends. Et en fait, je pense que la particularité est là, c'est-à-dire qu'il faut réussir à déjà comprendre qu'ils ont un attachement très très fort et que du coup, il faut respecter énormément leur univers. Donc en fait, c'est la grande différence avec beaucoup d'autres jobs où en fait, tu dois plus ou moins respecter une charte graphique ou respecter un esprit. Là, tu dois vraiment t'immiscer dans le monde. Parce qu'en fait, quoi que tu fasses, si tu fais quelque chose qui ne ressemble pas au film, ça ne marchera pas, en fait. Donc, c'est une démarche très différente. Donc, cet aspect psychologique d'être vraiment dans une forme de confiance avec un réalisateur et de respect de son œuvre, ça, c'est ce qui fait que c'est un process qui est hyper intéressant. Mais après, c'est le même. C'est vrai que c'est d'ailleurs peut-être ce qui fait qu'à un moment, je me suis pas embêté parce que c'était hyper intéressant de travailler avec eux, mais intellectuellement, je me suis dit j'aimerais bien faire un peu d'autres choses dans ma vie aussi. Et puis humainement, en fait, j'avais les cours que je donnais au Gobelin qui étaient vachement intéressants parce que j'avais un retour direct. Je parlais avec des étudiants, ils apprenaient des choses et c'est pour ça que je respecte beaucoup le professorat, je sais pas comment on dit, mais parce qu'en fait, je trouve que ça a vraiment un sens direct dans la vie. De se dire, voilà, pour vous, on est le bon exemple ici, voilà. En fait, vos vies vont être influencées par vos profs, pas que, mais en partie par vos profs, ce que vous allez apprendre et tout ça. Et je trouve ça, en fait, hyper... pour un prof, en fait, c'est hyper gratifiant parce que on le voit, en fait, tout de suite. Alors que quand on fait un générique de film, en fait, objectivement, t'as eu un rapport sympa avec un réalisateur, une réalisatrice. Au final, il sort, quoi. Et au mieux, toi, tu le mets sur ton Instagram et on te like. Tu vois, c'est quand même hyper pauvre, en fait, en termes de retour.
Alors que je trouve que, bah voilà, un étudiant qui dit putain, merci, c'était cool et tout, bah, pour moi, c'est vachement plus intéressant. Et donc, du coup, c'est pour ça que je pense je suis parti sur ces événements parce que je pense qu'au fond de moi, je souffrais un peu de pas de rapport humain, quoi, en fait. Ouais. On était à mon bureau, c'était pas un problème, je me sentais pas seul, mais en fait, dans mon métier, je trouvais que ça manquait d'enjeux humains, quoi, en fait. Et voilà, et puis après, je pensais pas que ça marcherait aussi bien, mais en fait, il se trouve que ça marche. C'est ça aussi qui fait le succès de l'événement, c'est que tous ces créateurs qui sont du coup souvent aussi derrière leurs ordi, exactement. Ils sont hyper contents. On se rend pas compte en fait, hein, parce que vraiment, ils ont encore une fois ce truc, on l'a tous en fait, mais en effet, ils sont chez eux sur leur ordi, parfois dans leur salon et tout machin, tu vois, et puis ils arrivent, il y a une salle remplie, enfin. Le ressenti, tu peux me croire, il est pas pareil, quoi. C'est pas des likes, quoi. Et je méprise ça, mais je le dis franchement, je méprise ça. Je trouve ça super pour le partager. Hein, c'est très bien les réseaux sociaux, mais on peut pas avoir un vrai ressenti. Quelqu'un qui dit j'aime ton boulot, à qui tu fumes une clope, c'est quand même quelque chose. C'est une action, c'est humain. On sait parler, quoi. Quelqu'un qui dit ouais bravo smiley, bon c'est très bien, mais pour moi ça a pas de valeur en fait. Enfin, ça en a pas beaucoup, quoi, je trouve. Ouais, c'est une belle manière aussi de mettre en avant des personnalités, des designers qui sont un peu dans l'ombre. Ouais. Donc du coup, leur donner la possibilité pour ces artistes-là, ces designers, de se retrouver face à ceux qui apprécient leur œuvre. Parce que qu'est-ce qui reste de Seven au-delà du film? Bah on est tous a été marqués par le générique et il y a plein de génériques qui ont tous marqué. Et c'est vrai que c'est rendre justice de leur donner un endroit où ils peuvent d'abord se rencontrer, partager, et puis se projeter sur leur passion, quoi. Ouais, c'est ça. Puis pour encore une fois communiquer en fait aux autres sa propre passion, quoi. Parce qu'en fait ça c'est très fort. Ce qui nous drive dans la vie, c'est souvent la passion. Donc si quelqu'un tu as t'influe dans ce sens-là, ça peut que être positif en fait, tout simplement en fait. Et encore plus si je pense que la personne reste accessible. Enfin ça c'est ma conviction, mais après bon. J'aimerais un big up pour Socolo. Ça y est, 20h30. Merci beaucoup, merci infiniment d'avoir bien préparé tout ça, parce que c'est vrai que tu es venu avec beaucoup d'images, beaucoup d'illustrations, et c'est important pour nous. Je vais remercier Pablo qui m'a accompagné ce soir. On salue évidemment Elvis et tous les étudiants qui nous ont permis de permettre la réalisation de cette émission. On a aussi Alex pour les photos. On va remercier Thomas qui va s'occuper maintenant du montage. Et puis, on va retrouver ces étudiants très très vite pour la prochaine Creative Talk, puisque il y en aura une pour le mois de décembre. Donc là, je compte sur la participation de tous parce qu'on était un peu façon courant d'air ce soir. Merci à tous, merci Cook, et puis à très bientôt pour une Creative Talk.